Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous propose de débuter cette séance du Conseil communal. Tout d'abord, je tiens à présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble des membres du Conseil, mais également à toutes les personnes qui nous regardent. Je sais que les temps ne sont pas faciles, mais j'espère que cette année 2023 sera enfin la bonne et donc celle pour laquelle on pourra dire qu'elle est meilleure que les précédentes. Ça fait quand même quelques années qu'on se dit qu'on espère que la nouvelle sera meilleure, mais ce n'est pas forcément le cas et donc on espère vraiment que celle-ci nous permettra de vivre un peu mieux, d'avoir plus de réjouissance que de moments difficiles. Avant de commencer cette séance, je tiens tout d'abord à souhaiter un joyeux anniversaire à Jean-Philippe Jaminon. Voilà, un conseil communal juste pour la soirée d'anniversaire quand même, c'est toujours un beau moment. Allô, oui. Il offre un verre après. Voilà, et vous demandez d'ajouter à l'ordre du jour un projet de motion et 2 points lors de la séance à huis clos. J'imagine que ça ne posera pas de soucis. Je vous remercie. Le premier point à l'ordre du jour, c'est le procès-verbal de la séance du 19 décembre 2022. Est-ce qu'il y a des remarques? S'il n'y en a pas... OK pour nous. Merci. Donc, on peut considérer qu'il est approuvé à l'unanimité. En deuxième point, c'est la notification de la tutelle par rapport aux règlements fiscaux et redevances qui a été approuvée. Le troisième, il s'agit de la modification du règlement de travail, prévention et répression de l'alcool au travail, également approuvé sans réserve par la tutelle. Et enfin, la dernière notification de la tutelle, l'acceptation de notre modification du règlement de travail du personnel communal non enseignant. Le point 5, il s'agit de la dotation pour l'exercice 2023 à la zone de secours. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc je voyais que le montant était de 420 000 €. C'est quand même une somme quand même conséquente. Je voulais savoir par rapport à l'année passée, quelle est l'évolution? Et par rapport à la méthode de calcul, est-ce que c'est comme avant? Les critères ont-ils évolué ou pas? Quels sont-ils? Avant, je savais qu'il y avait notamment le nombre d'habitants. Donc il n'y a pas eu d'évolution dans la dotation, enfin en tout cas dans les mécanismes de calcul de la dotation, vu que c'est un accord qui a été conclu entre les bourgmestres qui sont couverts par la zone de secours et nos centres et qui va jusque 2025. Donc jusque 2025, on s'est engagé à suivre les mêmes méthodes de calcul. C'est un pourcentage qui est établi notamment en fonction du nombre d'habitants, en fonction de la présence ou non d'une caserne sur le territoire et donc du temps moyen d'intervention. S'il y a des risques présents sur la commune, chez nous, naturellement, il y a des risques liés à la présence du zoning pétrochimique. Et donc le montant ici, par rapport à l'année dernière, a simplement évolué de 2%, comme on s'y était engagé dans le calcul qui avait été fait à l'époque. Et donc, il faut savoir aussi qu'il y avait les nouveaux calculs avec la région wallonne. Donc, chaque année, la province prend une part quelque peu plus importante dans le calcul de la dotation qui est faite à la zone de secours. Et on arrive maintenant vraiment au montant qui est le montant qui malheureusement ne fera qu'augmenter en fonction de l'indexation des prix, mais on est sur le montant global que l'on a pour la commune d'Écossy. Donc on peut s'attendre à une augmentation l'année prochaine beaucoup plus importante suite aux différents index? Alors, a priori, non. On devrait, suivant les réserves qui existent au sein de la zone de secours pour 2024, rester sur un train d'augmentation de 2% et également pour 2025. Donc, c'est vraiment le calcul qui a été effectué à l'époque où on calcule au début une dotation qui est peut-être légèrement supérieure, mais qui permet d'arriver en bout de course, au bout des 5 ans en tout cas de l'accord, à un équilibre toujours entre les communes. Et je pense pour ça qu'on peut féliciter le directeur financier de la zone de secours, qui est le directeur financier de la ville de Mons, mais qui fait vraiment un travail exceptionnel, parce que c'est un jeu d'équilibristes de trouver un accord sur l'ensemble de toutes les communes. J'imagine qu'il n'y a pas de problème pour cette dotation. Je vous remercie. Le point 6, il s'agit de la démission que nous avons reçue de Stéphanie Lérin au sein du CPS. Je pense que Stéphanie a fait du bon travail pendant de nombreuses années. Elle a démissionné pour des raisons qui lui sont propres, mais je tiens vraiment à la remercier pour le travail et son investissement au sein du Conseil de l'action sociale. Et je pense que
Madame la Présidente s'associera également à mes remerciements. Tout à fait. Merci Stéphanie pour tout le travail accompli. Et nous remercions également Stéphanie pour son travail au sein du CPS. Pierre? Et moi, un peu plus personnellement, Stéphanie, je ne sais pas si tu nous regardes ce soir, sinon c'est rediffusé sur YouTube. Un grand merci il y a 5 ans d'avoir suivi ma proposition un peu folle de venir sur les listes, hein, comme on dit. Je sais que ça n'a pas toujours été facile pour toi aussi au niveau de la santé, donc c'est le plus important. Donc vraiment, un grand merci pour tout ce que tu as apporté à la commune. Merci. Voilà, donc je pense que l'on peut acter cette démission et nous avons reçu une proposition de remplacement en la personne d'Alexandra Sauvage. Et donc, comme il s'agit d'un vote de personnes, nous allons devoir procéder à un vote à bulletin secret. Donc, monsieur le directeur général va distribuer les bulletins de vote pour pouvoir se faire. Je demanderai à Julie et Arnaud de venir m'assister pour pouvoir... Ah non, pardon, Valène. Excuse-moi, Valène, mais il y avait Ronald entre nous. Donc, à Valène et Arnaud de pouvoir venir m'assister pour pouvoir dépouiller les bulletins. Et donc Alexandra Sauvage est désignée conseillère de l'action sociale à l'unanimité. Donc ça fait déjà 2 verres aujourd'hui. L'anniversaire de Jean-Philippe, Alexandra, le verre de l'an. Allez, le point 8 à l'ordre du jour. Il s'agit de l'approbation des conditions et du mode de passation du marché dans le cadre de l'achat de la signalisation routière, j'imagine. Est-ce que c'est notamment pour le Ravel? C'est la signalisation annuelle, donc le Ravel fait l'objet d'un marché spécifique qui est en cours. D'accord, ok, ça va. Philippe? Non, c'est effectivement le marché habituel annuel pour le remplacement de la signalisation. Et les panneaux, pardon. Voilà. Donc c'est classique, c'est le même montant que les autres années. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Ok, merci. Merci beaucoup. Le point suivant, il s'agit de la CCATM et d'une modification de la composition. Je t'en prie, Arnaud.
Voilà, donc très rapidement, quelques petites modifications dans la composition de la CCATM, donc la Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Donc juste pour rappeler pour ceux qui nous regardent, la CCATM, c'est donc l'organe citoyen qui remet des avis sur les projets d'urbanisme et de mobilité d'une certaine importance. Et donc, il y a une partie des représentants qui font partie du CAR communal, et donc nous avions une modification de la composition qui sont chaque fois indiquées en vert, et donc Madame Isabelle Ruban qui va remplacer Cécile Saint-Guilain, que je remercie par ailleurs pour son investissement au sein de la CCATM également. Et puis, au sein des citoyens, eh bien, nous avons reçu 2 démissions, et donc nous modifions légèrement le tableau des effectifs et des 2 suppléants, voilà, de manière à être conforme au niveau des impositions régionales. Et bien, j'en profite pour remercier tous les citoyens qui s'investissent chaque mois dans la CCATM, et tout spécialement son président également pour l'organisation de tous les travaux. Voilà. Merci Arnaud. Sébastien? Oui, simplement, j'avais déjà fait la remarque que nos représentants attirent notre attention sur le fait que les réunions durent assez longtemps et assez tard. Je crois que quand on est dans la vie professionnelle, ce n'est pas évident de pouvoir terminer une réunion aussi tard. Je suis bien entendu pour la liberté d'expression, que les gens puissent s'exprimer, mais je pense que c'est également important de pouvoir clore les débats pour quand même avoir terminé les réunions à une certaine heure. C'est le mot que me font passer nos représentants au sein de la CCATM. Oui, ben voilà, j'en prends note, en tout cas pour toutes les réunions auxquelles j'ai participé dernièrement. Elles ont vraiment terminé à des heures tout à fait raisonnables. Donc voilà, maintenant, les membres prennent aussi le temps de faire des analyses fouillées et complètes. Donc ça impose voilà, quand même un certain temps de travail. Mais voilà, je pense que d'habitude, les réunions se terminent au plus tard à 9h30, 10h, ce qui me semble tout à fait correct. Mais voilà, on fera passer le mot. C'est pas le même son de cloche que j'ai, mais bon, voilà. Bien, enfin, en tout cas, on en prend acte. Merci. On ne va pas lancer le débat sur la durée moyenne d'une CCATM. Je pense qu'il y en a sans doute qui durent plus longtemps que d'autres, suivant l'importance des dossiers. S'agissant ici également d'un vote nominatif, Monsieur le Directeur Général va distribuer les bulletins de vote. Merci. Les propositions de modification sont donc adoptées à l'unanimité. Félicitations à tous. Le point 10, il s'agit de ratifier une décision du collège communal de participer à la campagne Yes Weekend qui est organisée
par l'Alliance pour la consigne. Donc le Conseil communal avait adopté à l'époque sa participation à l'Alliance pour la consigne, donc qui défend dans la quasi-totalité des communes wallonnes et néerlandophones aujourd'hui la volonté de pouvoir consigner à la fois les canettes et les bouteilles plastiques, comme cela se fait en Allemagne, au Danemark et en partie aux Pays-Bas, qui vient de mettre en place ce système, et ce à plusieurs titres. Tout d'abord d'un point de vue environnemental, pour éviter d'avoir toute une série de déchets qui jonchent nos voiries et nos champs également. C'est une revendication de nombreuses associations d'agriculteurs, vu qu'on retrouve malheureusement souvent des canettes dans les champs et qui sont parfois fauchées lors des moissons, etc. Et on retrouve parfois ces canettes qui sont déchiquetées et qui éventrent les estomacs des animaux et des vaches en particulier, et qui permettrait également d'avoir une diminution du travail qui doit être effectué par les administrations communales, quelles qu'elles soient, vu que chaque année, nous collectons une quantité assez importante de déchets, et aussi les citoyens qui s'impliquent dans différentes actions qui sont menées, notamment BIWAP, pour collecter ces canettes. C'est a priori pas le rôle des citoyens de devoir ramasser ces canettes, et donc mettre une consigne sur ces différentes canettes et bouteilles en plastique permettrait, a priori, vu les résultats enregistrés dans d'autres pays européens, d'avoir une diminution importante, très conséquente d'ailleurs, de ces déchets que l'on retrouve dans la nature. Et sur le plan local, qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre les canettes ? Eh bien, donc, sur le plan local, c'est d'adhérer, et ici, non pas d'adhérer, on a déjà adhéré, mais de relancer cette campagne de manière sur les différents réseaux sociaux, lors du prochain bulletin communal, pour inviter vraiment les citoyens à pouvoir consulter le site qui propose aussi pétition, pour pouvoir, au niveau des instances régionales et fédérales, surtout fédérales, parce que c'est une question qui va occuper l'ensemble du pays pour tout ce qui est empaquetage, et bien arriver à une décision qui puisse faire en sorte que l'on puisse placer cette consigne. Et donc c'est de travailler, on travaille déjà avec les collègues des autres communes, il y a régulièrement des réunions de l'ensemble des bourgmestres en région wallonne pour pouvoir insister sur ce point et remettre auprès de la ministre de l'Environnement le cahier de revendications, donc qui est vraiment de mettre en place ce système. Okay, merci. Il n'y a pas d'autres demandes de parole. Merci beaucoup. Le point 11, il s'agit de la soumission de la candidature d'Ecocine à l'appel à projet POLEC 2022. Je t'en prie, Arnaud. Voilà, donc l'objet du point est de valider la candidature d'Ecocine pour un dossier de subside relativement important et qui concernerait en fait le financement de notre conseillère en énergie. Alors, un bref rappel du contexte. Ecocine s'est engagé en tant que commune dans un plan d'action pour l'énergie durable et le climat qui vise à réduire les émissions de CO2 d'au moins 55% d'ici 2030. Donc, c'est évidemment un plan ambitieux, mais qui est conforme aux accords de Paris notamment. Et donc, on s'inscrit dans cet appel à subside qui nous permettrait de décrocher un montant de 158 400 euros et donc qui financerait directement et à 100% le traitement en fait, de l'agent qui sera amené à remplir ses missions. Donc, c'est évidemment un montant substantiel et qui s'ajoute aux autres subsides déjà obtenus dans des projets spécifiques, et je vous en ai fait un petit rappel, notamment le projet Wallo-Reno, où nous sommes commune pilote pour soutenir les citoyens dans l'isolation des logements. Les projets POLEC 2020, pour lequel il y avait déjà un volet RH où on avait obtenu 33 600 euros et un volet d'investissement de 75 000 euros qui visait des éclairages intelligents et le parking vélo qui est en cours de finalisation sur le plateau de la gare, et également le POLEC 2021
sur lequel, qui portera et qui va bientôt se lancer, qui porte sur le préfinancement des audits énergétiques, donc pour permettre aux personnes qui ont moins de revenus de préfinancer ces audits qui permettent d'obtenir les aides wallonnes. Et donc voilà, simplement cette petite explication pour vous montrer que la présence de notre conseillère en énergie eh bien, nous permet vraiment d'aller chercher des montants de subsides et quelque part rapporte à la commune par rapport au montant de subsides récoltés. Alors, dans l'appel à projet, mais il s'agit aussi de valider les projets prioritaires sur lesquels la personne s'engage à consacrer du temps de travail. Et donc, on a défini différentes fiches qui s'affichent à l'écran. Et donc, évidemment, la rénovation énergétique des bâtiments communaux est une priorité. Ça permet de faire des économies substantielles en matière d'énergie, d'autant plus avec les coûts actuels, avec une priorité sur le hall polyvalent notamment. La fiche 2, c'est accompagner les citoyens dans la rénovation de leur logement, pour lequel différentes actions sont déjà en cours. On en parlait à l'instant. Eh bien, nous souhaitons renforcer vraiment cet axe de travail qui permet aux citoyens de mieux encaisser le coût des augmentations des prix de l'énergie. On souhaite aussi travailler sur une certaine exemplarité de la commune et de l'administration communale, et donc de travailler sur une éco-team qui met en place des actions au sein de notre administration pour réaliser des économies d'énergie. On souhaite pérenniser une comptabilité énergétique dans les bâtiments communaux. Il y a déjà des choses qui sont en place, mais on aimerait professionnaliser et améliorer les choses et le rendre plus automatique. Donc voilà, c'est un projet qui serait également piloté dans ce cadre-là. Le projet intègre aussi la limitation des conséquences du réchauffement climatique, et donc notamment la lutte par rapport aux coulées de boue et inondations dont sont victimes certains sites d'Écosyn, et les impacts que peuvent rencontrer les agriculteurs par rapport à cette problématique, et de pouvoir les accompagner dans des pratiques agricoles durables. Et enfin, un focus également sur nos écoles avec la participation au projet 0 Watt. Certaines écoles participent déjà, mais on aimerait permettre à toutes les écoles de se lancer dans l'aventure, et donc c'est de les accompagner dans des défis scolaires qui permettent au sein d'un établissement d'économiser l'énergie, mais donc ça participe à la sensibilisation. Et donc voilà pour les explications, à disposition bien sûr pour vos questions. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a des questions, Sébastien? Oui, Arnaud, dans ton explication, tu as parlé des actions pour limiter les coulées de boue. Je pense que lors d'un précédent conseil communal, on avait diagnostiqué un certain nombre de points critiques. Je veux savoir un petit peu où en étaient les démarches par rapport à ça. Je t'en prie, Arnaud. Oui, donc je ne ferai pas l'exposé complet ici parce que ce serait un petit peu trop long et ça nécessiterait vraiment d'y consacrer une présentation spécifique. Mais donc le travail se poursuit. On est en fait à la 2e année d'un plan triennal qui vise à aménager les sites Giser qui avaient été identifiés en collaboration entre le service environnement, le service travaux et la cellule Giser du SPW. Et donc, nous avons déjà un premier marché qui est arrivé à son terme, qui a permis toute une série d'aménagements, notamment à la rue de Famille Heureux, à l'Avdel notamment. On a un 2e marché qui est en cours et donc qui a été attribué récemment et qui va permettre l'aménagement de nouveaux sites. On parlait notamment de la Mastel et d'autres sites encore à l'Avdel et Est-ce que Scoufligny était dedans Combreune. Est-ce que Scoufligny était dedans? Scoufligny, oui, c'est l'Avdel. En fait, c'est le site Giser identifié comme Avdel, mais il y a différents points sur la rue de l'Avdel. Et donc, ça reste bien un site Giser identifié. Et au terme des 3 ans de ce plan, eh bien, on refera une évaluation avec éventuellement d'autres aménagements qui seront prescrits. D'accord, merci. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On peut valider le point? Oui. Merci beaucoup. Alors le point 12, il s'agit d'un règlement complémentaire à la rue Docteur Bureau numéro 15 et 17 pour un emplacement PMR. Je t'en prie Philippe. Pas de remarque particulière, la demande a été analysée et est conforme, et donc il y aura un emplacement marqué selon les règles habituelles, 6 mètres de longueur, et le marquage au sol est vertical adapté.
Merci, pas de problème. Le point 13, toujours au niveau de la circulation routière, l'aménagement d'un passage pour piétons à la rue du Flou. Je t'en prie, Philippe. Et là, donc, on est bien au débouché de la place Cousin. Donc, en fait, c'est un passage pour piétons qui reliera la portion, enfin la partie du côté du Sacré-Cœur à droite, juste au coin de la rue du Flou. Et donc, comme ça, on a effectivement deux sorties qui sont de part et d'autre des deux rues qui viennent de la place. Et en face, on aura un passage piéton qui était manquant à cet endroit. J'imagine qu'il n'y a pas de problème. Ok. Le point 14, toujours au niveau de la circulation routière, c'est une réduction à 12 mètres de la zone de stationnement 30 minutes devant l'immeuble 31A. Et je vous propose de le joindre au point suivant, donc le point 15, vu qu'il s'agit de la création d'un emplacement PMR supplémentaire qui justifie la réduction précédente. Je t'en prie, Philippe. Voilà, donc on garde une surface totale de parking de 18 mètres telle qu'elle existe actuellement. Donc on est bien devant l'ancienne banque Fortis, juste à côté de la pharmacie. Il y a déjà effectivement un emplacement PMR, mais qui est utilisé quasiment en permanence par une des riveraines présentes sur cette zone. Et donc, cet aménagement PMR répond à une demande, on en a parlé, Véro, qui permet notamment aux clients de la pharmacie de pouvoir, pour ceux qui ont des difficultés, disposer d'un réel emplacement disponible à vocation commerciale. Merci. J'imagine qu'il n'y a pas de problème pour ces deux points. Oui. Et alors le point 16, il s'agit d'une petite correction administrative dans le formulaire d'adhésion dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés. J'imagine que ça ne pose pas de souci. C'est une case qui avait été mal cochée lors de la délibération précédente. Ok. Merci beaucoup. Alors nous arrivons au point supplémentaire, donc, qui est la proposition de motion relative à la demande de libération du Tournésien Olivier Van de Castel, qui est détenu en Iran, où il est accusé d'être un espion, alors que c'est un travailleur humanitaire pour une ONG, j'imagine. Ça peut paraître une goutte dans l'océan, mais toutes les communes du royaume font de même. Ça peut faire pression sur le gouvernement pour essayer de trouver une solution pour cette personne. C'est bien l'objectif, et on vous invite également à signer à titre individuel sur le site d'Amnesty la pétition qui demande la libération d'Olivier Van de Castel, et donc on soutient également son soutien. Et donc on soutiendra pleinement cette motion. Merci beaucoup. J'imagine qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Et alors nous arrivons aux différentes questions. La première qui nous est adressée par Sébastien Deschamps au niveau des finances. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc ce 13 janvier 2023, les conseils communaux ont reçu leur convocation avec l'ordre du jour du conseil communal qui se déroule ce 23 janvier. 22 points sont inscrits à l'ordre du jour. La présentation du budget ne figure toujours pas dans la convocation. Le budget est un acte de prévision et d'autorisation qui traduit en chiffres la vie courante de la commune et la volonté politique de la majorité en place en matière d'investissement. Le budget communal comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier. Dans le cycle comptable, le budget constitue le document financier initial et revêt donc à cet égard une importance particulière dans la vie communale. Donc, habituellement, le budget est présenté au conseil communal du mois de novembre. La présentation de celui-ci a été reportée au conseil communal de décembre, puis au conseil communal de janvier. Donc voici fin janvier. Ce budget pour l'année 2023 n'est toujours pas présenté. Pourriez-vous nous expliquer les raisons ? Il nous revient que des arbitrages doivent être effectués au sein de l'actuelle majorité pour le budget extraordinaire. Pourriez-vous nous donner de plus amples précisions quand le budget 2023 va-t-il être présenté ? Merci. Bien, merci pour cette question. Je ne vous apprendrai rien en vous indiquant que, comme l'ensemble des communes en région wallonne, et sans doute de manière plus étendue, nous avons dû constater une hausse significative de la masse salariale. Globalement, pour la commune des Caussines, cela représente 1 million d'euros et des frais liés à l'énergie. Nous avons également dû constater une augmentation significative sur le prix des matériaux
pour les chantiers qui étaient déjà en cours de réalisation, en 2022. Donc, il faut savoir qu'à un moment donné, les entreprises de la construction ont pu faire valoir ce qui s'est appelé la lettre Ukraine. Donc, ils nous envoient un simple courrier en invoquant la guerre en Ukraine et ils peuvent appliquer des formules de révision des prix. C'est le cas notamment pour l'espace Philomène, pour la réhabilitation de la ligne 106 ou encore pour le réaménagement de la rue Van der Veld, pour ne citer vraiment que les plus gros chantiers. Ça représente globalement 700 000 € d'augmentation pour ces 3 postes par rapport au budget d'attribution de ces marchés. Au moment d'établir le budget, nous savions que nous devions obtenir des informations de la région wallonne, notamment au niveau de la compensation liée aux exonérations de la taxe sur la force motrice. Donc, depuis le plan Marshall, les nouveaux moteurs sont exonérés de la taxe pendant 5 ans. Mais l'enveloppe qui était prévue par la région wallonne était insuffisante et donc des recours ont été introduits par certaines communes qui ont été gagnés. Donc la région wallonne, plutôt que de faire face à une multitude d'actions en justice, a pris les devants et a décidé d'appliquer les formules de révision pour l'ensemble des communes. Et pour la commune d'Écossynes, cela représente pour les 5 dernières années 940 000 € qui arrivent donc pour l'établissement de notre budget 2023. Et comme nous savions que nous devions avoir ces chiffres, nous attendions de les avoir pour présenter un budget le plus juste possible et nous attendions également des estimations liées à la vente de certains biens, ce que nous venons d'obtenir. Je ne vais pas vous dire que la réalisation du budget est simple, ce serait mentir. Par contre, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune difficulté entre les partenaires de la majorité pour se mettre d'accord sur les investissements à réaliser dans le cadre du budget 2023. L'exercice a été réalisé le 27 septembre. Nous avions profité de ce jour de congé au sein de l'administration communale pour nous pencher sur les différents projets que nous souhaitions porter en fonction de l'évolution de la réalité budgétaire. À l'heure actuelle, les investissements se poursuivent sur la commune sans aucun problème, dans la mesure où les projets qui sont en cours étaient prévus sur des budgets antérieurs et les services travaillent par ailleurs au projet 2023 pour le mettre en exécution dès que le budget sera approuvé tant par le Conseil que par la tutelle. Pour ce qui est de l'ordinaire, donc le paiement des salaires et des diverses factures, les 12e provisoires ont été votés en décembre pour la période allant de janvier à mars et donc il n'y a absolument aucun problème. Les traitements sont payés et les factures sont honorées. Et a priori, vu que le prochain conseil communal va arriver assez vite d'ici 3 semaines, le projet de budget 2023 sera présenté lors du conseil communal du mois de mars. Merci pour cette réponse. Vu qu'on est actuellement en 12e provisoire, les projets avancent quand même moins vite puisque la capacité d'investissement sont limitées. La commune fonctionne un peu au ralenti de ce fait, puisqu'on ne peut pas utiliser qu'une partie du budget de l'année écoulée. Et pour ce qui concerne l'augmentation du coût des matériaux, celle-ci ne touche pas uniquement la commune d'Écossynes, mais également toutes les communes, comme vous l'avez dit, et les autres communes arrivent malgré tout à présenter un budget à temps et en équilibre. Je dirais aussi que vous avez quand même eu 1 an pour préparer ce budget. Quand le budget de l'année écoulée est terminé, vous pouvez déjà préparer le budget de l'année suivante. Et je pense que vous avez quand même eu le temps pour préparer ce budget. Je suis quand même inquiet quand j'ai entendu dans les médias que vous envisagiez de toucher au fonds de réserve. Par le passé, vous aviez dit que vous n'allez pas y toucher. Et maintenant, vous revoyez votre position. Je suis quand même inquiet, quelle que soit la prochaine majorité qui soit en place en 2024. Les réserves seront quasiment épuisées par la commune d'Écossynes. Je pense que ce n'est pas tout à fait exact, mais vous me permettrez de réserver mes réponses pour le débat budgétaire qui aura lieu au mois de mars, sans quoi on va chaque mois faire un débat sur le budget. Mais en mars, vous aurez la présentation complète du budget et des réserves disponibles au sein de la commune. On est passé de la Monaco du Nord à une commune qui a des difficultés financières. La prochaine question est posée par Valène Depréter au niveau culture. Je t'en prie, Valène. Merci. Donc, c'est une question à l'attention de Monsieur Dominique Feignard. Lors du conseil communal du 17 octobre 2022, vous étiez interrogé sur le suivi du projet d'académie de musique, projet qui était inscrit dans la déclaration de politique générale de la commune d'Écossynes. En réponse à cette interpellation, vous déclarez qu'il était impossible d'accueillir une antenne de l'académie de musique à Écossynes.
Vous nous précisez également que toute une réflexion était faite et qu'un nouveau contact s'était créé depuis peu. Vous nous signaliez avoir fait une rencontre avec un directeur d'une structure musicale pour développer une ASBL sur le territoire écossinois qui fera des initiations musicales et qui permettra d'avoir un épanouissement pour les enfants. Plus de 3 mois plus tard, pourriez-vous nous préciser où en sont les contacts? Quand cette ASBL va-t-elle être mise sur pied? Pourriez-vous nous dresser l'état des démarches effectuées durant les 3 derniers mois dans ce cadre? Merci. Je t'en prie, Dominique. Merci Xavier. Chers collègues, chère Valène, je te remercie pour la question de ce soir qui a retenu une nouvelle fois ma meilleure attention. Avant toute chose, je vais quand même apporter une rectification au regard de la question de ce soir. Ce que j'ai évoqué en octobre était bien la rencontre du directeur d'une ASBL et non envisager la création d'une ASBL d'initiation musicale écossinoise. En tout cas, à renfort de questions sur ce sujet, j'arrive à me dire que ce dernier fait preuve de la meilleure attention de l'ensemble des formations politiques se trouvant autour de cette table et je m'en réjouis. J'avoue que je me doutais bien qu'elle pouvait une nouvelle fois faire surface après avoir été prévenue d'une interpellation par ton chef de file lors de la réunion de fin d'année de la SBL Écoscours. Le sujet n'était pas annoncé, mais il était cousu de fil d'or. Valène, je te répondrai que la rencontre avec le directeur de la SBL en question s'est très bien déroulée, avec une grande écoute et en toute cordialité. Des pistes seraient possiblement envisageables dans un cadre bien défini. Toutefois, comme je l'évoquais en entame de réponse, le sujet semble intéresser plusieurs formations autour de la table, et donc afin d'en évaluer l'opportunité ainsi que la réelle faisabilité, je souhaite que vous me fassiez part aussi de votre vue sur le projet. J'ai ma vision des choses, mais vous, quelle est la vôtre? Et ici, Valène, je vais m'excuser auprès de toi, mais je me permettrai de poser des questions à Sébastien. Quelle est ta vision de ce projet? Dominique, je n'ai pas de réponse. C'est le conseil communal qui interroge le collège et pas l'inverse, donc je n'ai pas de réponse. Voilà, écoute, la formation semble intéresser. Dominique, il y a énormément de choses qui ont déjà été testées. La fédération, qui était vraiment la solution sine qua non afin de pouvoir offrir une possibilité d'initiation musicale au plus grand nombre de la population, était celle-là. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas développer d'antennes sur Écosine, vu la proximité, ce qui a été expliqué la fois passée, de 3 académies de musique, à savoir Braine-le-Comte, Soigny et Houdain. La démarche suivante a été, comme expliqué aussi antérieurement, les jeunesses musicales, qui pour elles, le projet n'est financièrement pas tenable et pas intéressant. Il m'avait dirigé vers M. Daudecourt, qui a une ASBL locale ici, qui fait aussi l'initiation musicale et qui pour lui, ce n'est pas possible non plus. L'ASBL qui a été dernièrement contactée a une possibilité, mais avec un coût important. Alors, moi, j'aimerais bien savoir, dans votre fort intérieur, quelle est l'orientation que vous souhaiteriez avoir dans cette initiation musicale, vers le plus grand nombre ou de manière plus restreinte? Est-ce qu'il y aurait une participation financière de la part des parents? Ou ce serait une proposition entièrement gratuite au niveau de la population? Ce sont des questions qui me tarautent et que j'aimerais bien savoir un petit peu aussi le fond de vos pensées. Mais nous, Dominique, on aimerait bien que tu avances sur le dossier. Enfin, je sais pas, écoute, chaque fois on te pose des questions, tu nous réponds. Et ça n'avance pas, quoi. Allez, concrètement, Dominique. Écoute. Sébastien, avec toutes les démarches qui ont été faites, je crois qu'on arrive aussi à une situation où la seule possibilité sera, si on fait appel à cette ASBL, d'une participation financière de minimum 75 € par mois. Alors, si on veut l'offrir au maximum de la population, il faudra déterminer un budget. Il n'y a pas d'autres ASBL qui pourraient proposer ce genre de service? D'autres cours ici sur la localité, ce n'est pas possible. Maintenant, on peut toujours rechercher, mais le problème, c'est que tu ne trouves pas des ASBL qui fonctionnent comme ça et qui vont se déplacer jusqu'ici.
Je crois qu'il arrive aussi un certain moment où il y a une réflexion, où on est confronté à une situation qui fait que, et peut-être, j'espère toujours pouvoir débloquer la chose, mais pour le moment, la difficulté, elle est là. C'est toujours facile de toujours dire, allez, il faut aller voir plus loin, il faut aller voir plus loin. Oui, effectivement, on va voir plus loin à chaque échelon. Mais ici, il y a une situation pour le moment qui est celle-là, où il y aurait une participation financière soit importante de la part des parents. Et moi, le souhait, c'est de pouvoir l'offrir au maximum de personnes. Et aussi, il y a peut-être des enfants du milieu défavorisé qui auraient envie aussi, et qui sont peut-être des musiciens en puissance, mais qui malheureusement n'auraient peut-être pas accès à cette possibilité-là. Donc ça fait partie de la réflexion aussi. Alors, toi, comment tu verrais l'histoire? Parce que écoute, je n'ai pas à te répondre. Mais tu es toujours en train, Dominique, tu connais le quel sujet que ce soit, d'aller voir plus loin, or que toi, tu n'as pas de solution. Dominique, tu connais quand même le fonctionnement d'un conseil communal. C'est le conseil communal qui interroge le collège. Je n'ai pas l'inverse. Je n'ai pas de réponse. Je te réponds, mais toi, tu peux me donner ta vue de comment toi, tu le verrais. Bien sûr. Je te donnerai un contact également que j'ai eu sur Ecosigne. Je te le donnerai parce qu'il ne souhaite pas être peut-être cité en séance publique. Mais suite au dépôt de la question, qui m'a dit voilà, je pourrais peut-être intéresser pour ce genre de projet sur Ecosigne. Je te donnerai le contact. Ah, ben, si tu l'as dans tes contacts, tu peux me le passer. Et je te le donnerai à une personne qui est dans le secteur et qui m'a dit aujourd'hui qu'il serait intéressé peut-être pour mettre sur pied un projet. Je te donnerai les contacts et j'espère que tu mèneras bien. Mais la création d'une ASBL d'initiation musicale via la commune, non, ce sera un partenariat avec une structure. Ça, c'est certain. Parce qu'à l'heure actuelle, avec les budgets que nous avons, engager quelqu'un en plus pour créer une ASBL et tout ça, c'est pas possible. Je tiens qu'à me rappeler que le projet était dans votre déclaration de politique générale. Ah ben c'est vrai que la déclaration de politique générale de la mandature antérieure à celle-ci, avant encore les nôtres, tout a été créé, tout a été réalisé. Il y a des moments peut-être qu'il y a des projets qu'il vaut mieux peut-être tenir dans les boîtes pour plus tard, si c'est faisable, par rapport à la situation du moment. Enfin, Dominique, il faut arrêter de vivre dans le passé et vivre un peu dans le présent, dans le futur. Ah oui, mais tu n'aimes pas qu'on gratte un peu le passé. À la fin. Bien, merci pour cette réponse à deux, presque, sur la question de Valène. Je ne sais pas, Valène, si tu veux... Même quand je ne pose pas de questions, me réponds. C'est un peu facile, c'est annoncé, donc tu veux bien. Et c'est pour ça que je m'excuse auprès de Valène, parce que finalement, c'est un peu téléphoné. Mais Valène, je ne sais pas si tu veux répliquer. Moi, je m'interrogeais aussi également par rapport à ça. Ça n'a rien à voir avec Sébastien, c'était vraiment parce que moi, je trouve ça important de la musique pour les jeunes. Et donc, c'était simplement une interrogation que je me posais pour voir où en étaient les projets. Mais je partage entièrement. Maintenant, je vais te dire, hein, par exemple, dans les fêtes de la musique, depuis que je suis échevin de la culture, systématiquement, toutes les écoles participent et bénéficient d'un programme musical lors des fêtes de la musique. Et c'est parce qu'effectivement, je trouve ça nécessaire et utile au niveau des jeunes, parce qu'en tant que kiné de formation, je sais que le rythme apporte énormément au niveau des enfants. Je viendrai bientôt avec ma trompette alors, s'il faut. Bien, merci pour cet échange. La question suivante est posée par Sébastien Deschamps au niveau du patrimoine privé. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc la chapelle du Bois située à la rue Docteur Bureau Ecosigne, en face de l'ancienne maison de repos Sainte-Philomène, est une chapelle privée qui est aujourd'hui à l'abandon. Par le passé, des démarches ont été entreprises auprès des héritiers en vue de racheter cette chapelle pour l'euro symbolique et remettre en état cet élément du patrimoine local. Il serait souhaitable d'entreprendre des démarches en vue de remettre ce bâtiment en état. Une restauration de cette chapelle serait la bienvenue. La solution préconisée par le notaire pour débloquer le dossier était de solliciter du président du tribunal de première instance de Mons, sur base de l'article 585 du Code judiciaire, la désignation d'un administrateur judiciaire chargé de représenter à l'acte de cession les copropriétaires qui n'ont pas pris position. Dans ce cas, il faudrait arguer de l'extrême urgence en évoquant l'état de délabrement de la chapelle et la nécessité d'entreprendre dans le plus bref délai des travaux importants de restauration pour éviter de perdre définitivement un témoin du passé. En octobre 2020, le groupe Ensemble vous a interpellé sur le sujet.
À cette occasion, l'échevin des travaux avait pu nous préciser que le notaire était toujours en difficulté de recherche d'héritiers dont le nombre est impressionnant et dispersé. Vous nous informiez également de ceci. Tant que cette procédure n'est pas aboutie et il appartient au notaire de la mettre en place, nous sommes face à la même situation de blocage sur un terrain privé. Vous ajoutiez par ailleurs, si d'ici fin 2021, la situation ne devait pas évoluer à son niveau et que le notaire n'entame pas les démarches, nous avons à ce moment-là l'opportunité, pour des raisons d'urgence, de recourir à une procédure d'expropriation légitimée par le danger et la détérioration que peut représenter cette chapelle, monument patrimonial que tout le monde connaît près du cimetière. Vous disiez également, nous reprendrons contact à nouveau avec le notaire et nous lui signifierons, si nous n'avançons pas, cet arrêté d'expropriation, du moins notre volonté de le faire pour aller devant la justice de paix et espérer ainsi un déblocage de ce dossier. En octobre dernier, interrogée concernant le dossier de la Chapelle du Bois, la ministre Valérie Debut, ministre du Patrimoine, précisait que la piste de l'expropriation en vue du maintien de la salubrité publique lui semblait également la plus pertinente. Elle précisait par ailleurs que cette chapelle est susceptible d'être éligible à l'octroi d'un subside dans le cadre de la conservation et la mise en valeur du petit patrimoine populaire wallon. Nous voici en 2023. Où sont vos démarches? Je voulais également savoir un petit peu où en étaient les contacts avec la fondation robertienne qui a manifesté sa bonne volonté dans le cadre de ce dossier, qui a signifié qu'elle était intéressée par le sort de la dite chapelle qui évoque des souvenirs d'enfance traduisant un attachement familial. Voilà, merci. Bien, merci pour cette question. Alors, comme tu l'as signalé, Sébastien, tu avais interrogé, je ne sais plus si c'était toi, mais en tout cas représentant du groupe Ensemble en octobre 2020, notre échevin des travaux, Philippe Dumortier, par rapport à la situation de la Chapelle du Bois. Et il avait répondu que si fin 2021 la situation n'évoluait pas, nous prendrions des mesures. Toutefois, nous n'avions pas attendu cette question pour prendre des renseignements au sujet de cet édifice et de son état de délabrement. En mars 2020, le service juridique de la commune d'Écossynes avait déjà interrogé l'Union des villes et des communes de Wallonie. Nous espérions en effet que l'intérêt patrimonial de cette chapelle soit reconnu et que ce soit la région wallonne qui puisse intervenir, parce qu'on ne peut pas quand même, dans trois questions successives, dire, en tout cas la première, qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de la commune, et demander, deux questions plus loin, d'investir dans un patrimoine qui, par ailleurs, est encore privé. Je dis qu'il y avait des subsides possibles. Malheureusement, cette chapelle est reprise à l'inventaire du patrimoine, mais n'est pas classée. Le service juridique de la commune a pris contact avec l'Agence wallonne du patrimoine. Celle-ci nous a répondu en novembre 2021 pour nous indiquer que cette situation ne relevait pas de leur département, mais bien de celui de la cellule du patrimoine funéraire. La situation étant particulièrement complexe, nous avons consulté l'avocat de la commune et avons décidé de mettre en œuvre la procédure de constat d'abandon de sépulture telle que prévue dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Cette procédure prévoit un affichage de la mesure au niveau de la sépulture qui doit se dérouler à au moins 2 Toussaint. Et donc, comme vous pouvez le voir ici sur les images que je projette, l'avis est bien placé sur la grille et on peut constater que cet avis cet acte de constat de défaut d'entretien a été affiché le 21 février 2022. Cette procédure prévoit donc que les héritiers ont la possibilité jusqu'au 5 novembre 2023 de prendre les mesures nécessaires pour la préservation et l'entretien du bien. À défaut, à cette date, le bien reviendra dans le domaine public. Toutefois, nous avons exploré plusieurs pistes afin d'entrer en contact avec les héritiers. Le 6 avril 2022, j'ai rencontré le président de la Fondation robertienne dans ce cadre. Ce dernier m'a effectivement proposé de faire des recherches afin de retrouver des héritiers potentiels. J'y reviendrai un peu plus loin. Le 16 novembre 2022, nous avons adressé un courrier de mise en demeure aux héritiers qu'un notaire avait pu identifier. Le 8 décembre 2022, un des héritiers est a priori jusqu'à présent le seul
par la voix de son conseil, a pris contact avec le service juridique de la commune pour l'informer qu'il était bien le copropriétaire de la chapelle, à concurrence d'un 36e, et qu'il n'avait pas la possibilité de prendre seul en charge les frais d'entretien, ce que tout le monde peut aisément comprendre, je pense, ici, autour de la table. Le 1er janvier 2023, le président de la Fondation Robertienne a repris contact avec moi pour m'informer avoir retrouvé une branche des héritiers de la famille Dubois en région liégeoise et que ceux-ci souhaitaient être partie prenante d'une solution dans l'intérêt des parties et au moindre coût, et qu'ils étaient désireux de me rencontrer. Le rendez-vous sera pris prochainement. À ce stade, donc, la commune d'Écossynes a tout mis en œuvre pour retrouver les propriétaires de la chapelle du bois et continue à travailler en ce sens. Les mesures administratives effectuées jusqu'à présent donnent jusqu'au 5 novembre 2023 à ceux-ci la possibilité d'intervenir pour la préservation de ce patrimoine qui, je le rappelle encore une fois, est à l'heure actuelle toujours d'ordre privé, donc sur lequel nous ne pouvons intervenir. Ok, merci pour cette réponse et merci pour le suivi de ce dossier qui nous tient particulièrement à cœur, parce que tôt ou tard, si cette chapelle est à l'abandon, il y aura une question de sécurité publique qui se posera, même si c'est un bien privé sur un domaine privé, tôt ou tard, il y aura la question de la sécurité publique qui se posera. Alors, la question suivante qui est posée par Sébastien Deschamps au niveau des travaux, je t'en prie. Merci. Donc oui, la RN 57 reliant la Louvière à Enghien représente un fameux raccourci pour les usagers de la route, favorisant un rapprochement des différentes régions. Cette route permet également aux camions d'éviter de devoir emprunter le centre de la commune et par là abîmer les voiries communales pour accéder à l'autoroute. Malgré que l'avantage que représente cette route, celle-ci coupe actuellement la rue Croisette en deux. Simultanément à la création de la RN 57, une passerelle pour les piétons et les cyclistes devait être construite au-dessus de la RN 57, entre le rond-point de Mignot et de Restomont sur le territoire d'Écossynes, afin de permettre l'accès d'un côté à l'autre de la rue Croisette, coupée par la nationale. Lors du conseil communal de février 2021, nous vous proposions de relancer les démarches auprès de la région wallonne et du ministre Henry visant à installer une passerelle cyclopiétonne au-dessus de la RN 57. En janvier 2002, vous parliez de relier les deux parties de la rue Croisette via le tunnel présent sous la nationale. Le 4 février 2022, un article de la dernière heure annonçait dans son titre que les deux parties de la rue Croisette allaient bientôt être reliées. Nous voici en janvier 2023. Un an plus tard, pourriez-vous nous préciser l'état d'avancement des démarches? Merci. Je t'en prie, Philippe. Merci pour ta question, Sébastien. Tu n'auras pas manqué de lire la presse ce vendredi, dans laquelle j'exprime un peu l'état d'avancement de ces dossiers, mais les démarches vis-à-vis du SPV Mobilité et Agriculture pour l'obtention de subsides avancent bien. Les avis techniques émis par la région wallonne sont favorables à ce stade et nous sommes donc maintenant dans des étapes administratives qui, comme tu le sais, et comme tu le sais très bien, prennent un certain temps, qui ne peut pas être raccourci. Donc tu arrives au milieu de la procédure, donnant l'impression que si tu ne posais pas cette question, tu aurais une crainte. À nouveau, tu craindrais que ce dossier n'avance pas. Donc la mobilité douce à Écossynes n'a jamais autant avancé que ces dernières années. Je pense que tout le monde peut le voir. Et ce n'est pas que lié à l'échevinat de la mobilité, mais un travail d'équipe ici de la majorité. Le Ravel 106 est en voie de finition. Les liaisons cyclables créées à Barouche. Aussi la liaison le long du canal, la jonction Marche via la rue du chemin de fer qui relie Marche à Écossynes, la jonction qui relie Marche à la RN 57 qui était la première phase des dossiers que j'avais parlé déjà, comme tu lui as fait les rétroactes. Celle-là, via la rue Pont-Louvis, est faite. Et donc maintenant, il nous reste deux projets effectivement qui font l'objet de deux dossiers qui ont été rentrés. Ces deux projets donc, sont bien sur les rails. Ils ont fait l'objet d'études et d'une analyse préalable au niveau de la commission mobilité, dont je souligne vraiment le travail de l'ensemble des participants à la commission mobilité, particulièrement pour ce genre de projet du GRAC, qui nous est de très très bons conseils. Donc, l'état d'avancement, pour être concret, sur la liaison le long de la ligne 107, donc jusqu'au tunnel sous la RN 57, qui est le premier des deux tunnels qui passe sous
la nationale. Ce subside est un subside de voirie agricole, donc à 70%, puisque nous avons inclus la plantation de haies et d'arbres le long de cette jonction, qui nous permet d'avoir une augmentation de subside de 10%. Donc, nous avons un accord de principe du SPE, agriculture, moyennant quelques adaptations qui étaient liées justement au déplacement de certains arbres et haies pour tenir compte des réalités des machines qui doivent passer là occasionnellement lors des récoltes. Ces adaptations ont été intégrées dans le projet, ont été transmises à l'auteur de projet qui nous accompagne dans ce projet pour réaliser les plans afin de réaliser le cahier des charges. Donc, sans anticiper le budget 2023 et le débat que nous aurons le mois prochain, donc c'est sous réserve d'approbation du Conseil communal, eh bien mon intention est d'avoir un cahier des charges en 2023 et le début de ce chantier en 2023 également. Pour la liaison alternative à la rue de Croisette, pour permettre d'avoir une jonction de ces deux portions de la rue de Croisette sous l'autre tunnel de la Nationale 57. Là, c'est un subside qui a été rentré dans le cadre du plan PIMACI pour une mobilité cyclable, pour la réalisation d'un cyclopiéton. L'accord de principe est également octroyé et, comme tu le sais, plusieurs fiches ont été remises dans le cadre du plan MACI, rue Blondeau, un trottoir en portion manquante de la rue Marie et cette fiche-ci qui était celle liée à la rue de Croisette. Ces éléments ont fait l'objet déjà d'un accord de principe préalable donc, de la région wallonne pour un subside à 80% cette fois aussi. Et donc, si tout se passe conformément au plan et sous réserve également du budget, le cahier des charges serait lancé et attribué en 2023 pour une réalisation à l'horizon début 2024. Voilà donc des projets qui avancent très bien et selon un timing qui tient compte des réalités de nos administrations respectives. Merci Philippe. Ok, ben merci pour le bon suivi. Donc on sera attentif au suivi de ce dossier qui est quand même important pour la sécurité routière de nos habitants. Moi qui habite dans le coin, quand je vois parfois un piéton traverser la RN57 d'un côté à l'autre de la rue Croisette, je trouve ça vraiment dangereux et je pense que ce serait vraiment un pas dans la bonne direction. Je ne doute pas que nous rattrapons ce qui n'a pas été fait dans le passé pour rebondir sur le débat précédent lors d'une autre question. Merci Philippe. Vous avez été quand même pendant 80 ans au pouvoir en majorité absolue des socialistes, hein, donc vous avez eu le temps aussi. Hein. Bien. Alors, la question suivante, on va reprendre son sérieux parce qu'elle n'en manque pas, est posée par Bernard Rossignol au niveau de la sécurité. Je t'en prie Bernard. La question elle est très courte. Bon, elle dépend évidemment bien entendu de la vague de cambriolage que l'on a connue dans les commerces écossinois. Donc qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer la sécurité des commerces suite aux différents cambriolages de ces derniers jours ? Bien, merci Bernard pour cette question. Alors, effectivement, plusieurs faits de vol ou tentatives de vol ont touché des commerces sur le territoire de la commune d'Écossine. Je regrette cette situation pour les commerçants. Outre les pertes directement liées au vol, ils doivent généralement fermer leur commerce le temps des réparations, remplacer du matériel parfois coûteux qui a été vandalisé lors de ces faits. Ceux-ci ont fait l'objet de constats des services de police et des enquêtes sont actuellement en cours. J'ai interpellé le chef de corps lors de la zone de police qui m'a confirmé que plusieurs enquêtes étaient menées actuellement par le service d'enquête et de recherche de la zone de police. Tous les éléments à disposition sont exploités, tout est mis en œuvre pour identifier et interpeller le plus rapidement possible les auteurs concernés. À ce stade de l'enquête, évidemment, vous vous en doutez, communiquer davantage mettrait sans doute en péril les enquêtes menées et en donnant des informations aux auteurs. Par ailleurs, les patrouilles de police sont informées des faits commis, disposent de toutes les informations utiles pour orienter au mieux leur travail, éviter la commission de nouveaux faits et interpeller les auteurs. Depuis ces braquages, quand même, on a connu d'autres faits, comme des dégradations aux maisons, ici récemment, des dégradations aux voitures. Puis on se demande quelle va être la suite. On pourrait imaginer des voitures incendiées comme dans les grandes villes, ou pire, des justiciers qui se feraient justice justement dans la ville. Ces faits suscitent quand même une grande inquiétude et beaucoup de réactions dans la population. Il suffit de voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut vraiment réagir très vite. Je pense qu'on peut peut-être demander de faire un peu plus de rondes. Je pense qu'il y a certainement une bande au sud qui doit agir. On pourrait peut-être aussi réparer les caméras qui se trouvent sur l'église pour avoir aussi une vue un peu plus globale. Je pense qu'elles ne sont pas actives. Et même si l'éclairage n'explique pas tout, on en est bien conscient, le noir crée quand même un grand sentiment d'impunité. Et
c'est bien connu, ce qu'on dit, c'est que la nuit, tous les chats sont gris. Et donc, il serait peut-être intéressant de maintenir un certain éclairage près des commerces, si c'était faisable. Et pourquoi pas demander, favoriser les commerçants qui installeraient des systèmes d'alarme. Et enfin, il existe aussi des campagnes de sensibilisation comme vigilance partagée, où on peut former justement des voisins aussi qui pourraient servir de relais et aider. Sur l'ensemble des points, monsieur le chef de corps comment mène vraiment le travail avec ses équipes et bon, voilà, je ne vais pas, vous le savez, comme à mon habitude, dévoiler de plans opérationnels ici, mais en tout cas, les choses sont faites au niveau de la zone de police, à la fois pour retrouver les auteurs des faits et faire en sorte, en tout cas, qu'il n'y ait plus de commission de faits sur la commune des Cossines, ou en tout cas, de faire en sorte que s'il doit y en avoir, ce ne soit pas des récidives de ces mêmes auteurs. Par contre, sur le dernier point, c'est quelque chose qui peut être assez tentant, c'est vrai, ça s'est mené dans d'autres régions, dans d'autres pays, mais c'est doublement dangereux. Alors c'est dangereux d'une part pour les citoyens qui s'organisent parfois dans ces comités de vigilance, parce qu'il faut quand même savoir que ils ne sont pas formés, même s'ils ont une petite... Oui, mais ils ont parfois des petites formations, mais ils ne sont pas formés comme des policiers. Ils ne sont pas armés, fort heureusement, et ils ne sont pas sécurisés comme des policiers. Les policiers ont tout un modus operandi lorsqu'ils interviennent. Ils ne sont jamais seuls, ils sont armés, ils ont des gilets pare-balles et autres dispositifs permettant d'éviter, tant que faire se peut, des blessures. Et donc, c'est parfois créer un sentiment peut-être de sécurité, mais à risque et péril pour les citoyens qui veulent bien faire. Ça part toujours d'une bonne intention, mais c'est souvent compliqué et ça génère parfois plus de problèmes qu'autre chose, notamment lors des interventions de police, parce que la police, quand elle intervient, elle ne sait pas forcément identifier qui est qui et doit pouvoir le plus rapidement possible, et quand ça l'est, interpeller les auteurs et pas forcément devoir contrôler des riverains qui seraient dans ce type de comité de vigilance. Donc on est vraiment très sceptique par rapport à ce genre de choses, et ce n'est vraiment pas recommandé, en tout cas par notre zone de police et par notre chef de corps. Ce n'est pas la première fois que l'idée germe dans certains quartiers, mais vraiment c'est quelque chose qui n'est pas du tout encouragé. Je ne pensais pas utiliser ces personnes comme une brigade d'intervention privée. C'était plutôt comme des lanceurs d'alerte qui pourraient être vigilants. Tout à fait, mais ce qu'on constate lors de la création de ce comité, c'est qu'il y a parfois un petit sentiment de justicier et de vouloir faire justice soi-même et de dépasser ce rôle de petite attention. Alors, je veux dire, moi, quand je pars en vacances, par exemple, moi, je préviens mes voisins en leur disant, ben voilà, je suis pas là. S'il y a du mouvement dans la maison, a priori, c'est pas forcément moi, et donc, est-ce que vous pouvez être attentif? Mais au-delà de ça, quand on commence à faire des rondes, il y a des quartiers, je pense notamment, ça se fait dans le Brabant wallon, ils ont déjà eu des problèmes où il y a des petits groupes de riverains qui arpentent le quartier pendant toute la nuit pour surveiller les maisons des uns et des autres, et ça pose très sincèrement plus de problèmes que ça ne peut en résoudre. Alors la question suivante qui est posée par Sébastien Deschamps au niveau des finances. Je t'en prie, Sébastien. Oui, donc, question concernant la liquidation du suivi de la crèche Bel Air. Donc, à notre demande, le député wallon François Decken a interpellé ce 21 novembre 2022 la ministre Valérie Debuc concernant la liquidation du suivi de la crèche Bel Air. Dans sa réponse envoyée ce 20 décembre 2022, la ministre a notamment précisé qu'à ce jour, l'analyse du décompte final de la subvention n'a malheureusement pas pu être réalisée. La ministre a signalé que les documents transmis par la commune des Cossines sont arrivés en vrac et ne permettent pas toujours d'identifier les postes concernés uniquement par la crèche. Valérie Debuc a par ailleurs précisé que certains documents semblent manquants afin de pouvoir clôturer le dossier. Le montant final du subside ne pourra pas être calculé et liquidé à défaut de la réception des documents réclamés. Ces retards dans l'examen des justificatifs s'expliquaient dans un premier temps pour ces raisons.
Des calculs avaient dû être réalisés par YTech pour répartir les subsides entre la crèche et l'ONE. Les états d'avancement devaient être remis sous une forme particulière, reprenant tous les postes et répartis entre l'ONE et la crèche Bel Air, ce qui nécessitait un travail d'encodage poste par poste important. Une première présentation des documents avait été réalisée, mais avait été refusée par le pouvoir subsidiant, car ce dernier voulait qu'on s'en tienne à son tableau d'encodage. Par ailleurs, vu que des montants devaient être divisés, cela va entraîner des heures d'arrondi et des virgules. Dans sa première réponse au député d'Eken, la ministre Valérie Debu n'avait pas manqué de pointer de nombreux rappels qui avaient dû être faits par la région wallonne à la commune d'Écossines pour obtenir les documents demandés, dans les détails et dans les formes. Pour rappel, la première pierre de la crèche Bel Air a été posée en fin d'année 2016. Lors de la présentation du compte budgétaire le 26 mai 2021, le groupe Ensemble a attiré l'attention du conseil communal sur la non-liquidation d'une partie du subside qui était alloué à la crèche. Lors du conseil communal du 20 septembre 2021, le groupe Ensemble remettait le point à l'ordre du jour du conseil communal. Il nous fut répondu que l'administration communale avait transmis en date du 18 décembre 2019 l'ensemble des pièces demandées. Le bourgmestre signalait que le traitement du dossier souffrait de retard, notamment dû à l'admission à la pension des agents en charge de celui-ci en début de la procédure. Lors du conseil communal du 27 avril 2022, le groupe Ensemble a de nouveau remis le point à l'ordre du jour. À cette occasion, le bourgmestre répondait qu'un énième problème administratif s'était posé et que ce n'était qu'à la mi-mars que l'administration de la région wallonne était revenue demandant que les explications données soient validées par le collège communal sous la forme d'un décompte final et non d'un état d'avancement final, ce qui était fait le 29 mars 2022. Le 25 mai 2022, la ministre Debu répond à la question parlementaire du député d'Eken en précisant que le collège communal de la commune d'Écossines a approuvé le décompte final le 29 mars 2022 et que le SPOE analyse les documents en vue de la liquidation du sol. Voilà, je vous ai un petit peu fait le topo du dossier. Je voulais savoir un petit peu où on était aujourd'hui. La ministre nous dit que les documents sont arrivés en vrac, on est à la limite de la négligence. Comment peut-on arriver à une telle situation? Que comptez-vous faire pour régler le problème au plus vite? Merci. Merci Sébastien pour cette question. Merci ton historique. Ça va m'éviter de le refaire. Comme j'aime bien faire les historiques des dossiers. Voilà. Tu l'as fait à ma place, c'est très bien. Donc le bureau d'études Hygrotech, suite aux demandes de la région wallonne, a à nouveau modifié les tableaux demandés en vue de liquider le subside. Ces tableaux nous ont été transmis vendredi dernier. Ils doivent être validés par le collège communal avant d'être transmis à la région wallonne pour analyse. Et nous espérons que ces nouveaux éléments permettront de clore définitivement le dossier et que le solde de la subvention pourra nous être versé dans les meilleurs délais. Cette fois-ci, il ne faudra plus poser la question. J'espère. Ok, merci bien. Et enfin, la dernière question qui est une question d'actualité qui est posée par Pierre Rambateau. J'en ai pas oublié. Ah non, c'est parce que je voyais tes gestes, Bernard, donc je me dis merde, j'en ai oublié une dans le tas. J'espérais que le monsieur d'IGA serait là. Ah oui, non, malheureusement, enfin, je répondrai, mais ça paraît quand même compliqué. Hein. Laisse quand même Pierre poser sa question, Bernard. Voilà, c'est ma question. Et je ne serai pas trop long, tu pourras boire un verre. Pour l'anniversaire de Jean-Philippe, ne t'inquiète pas. Une petite question d'actualité qui est très très d'actualité. Ça a débuté lundi dernier suite à un mouvement de grève au sein d'IGA. Donc on respecte bien le droit de grève, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'au niveau timing, ça tombait quand même un peu mal au moment où nos citoyens payent des taxes pour un service qui est vraiment pas toujours de qualité. Alors je regarde à gauche, à droite et devant moi, je vois plein de camarades, mais je ne vois pas Monsieur de Mortel. Lors d'un conseil communal précédent, on avait demandé que M. de Mortel vienne une fois autour de la table du conseil, mais malheureusement, il n'est pas là. Alors, je ne sais pas à qui je dois poser les questions, je les pose à vous. Monsieur le bourgmestre, vous avez toute une série de questions à lui poser, 5 questions au total. Je vais toujours les poser et je verrai si peut-être il apparaît, enfin on verra. Faites-nous l'état des lieux des relations avec la délégation syndicale d'IGA et explication des raisons du dernier arrêt de travail. Deuxièmement,
présenter des pistes de solutions pour améliorer le fonctionnement de la collecte sur Écosyn au niveau de l'organisation des collectes, proprement dite, et aussi de la communication. On nous avait parlé à l'époque, vous nous aviez vendu, M. de Mortel, un service de système pour tracer les véhicules et pour nous dire où le camion passait. J'aurais bien aimé que vous m'expliquiez tout ça. Troisièmement, présentation de la vision stratégique à moyen et long terme de la collecte des déchets de la zone IGA à Écosyn, qui a déjà connu plusieurs revirements. On était au sac, souvenez-vous, des sacs avec des étiquettes, des sacs payants, des conteneurs, des sacs, des conteneurs. On verra bien à l'avenir. 4, situation à l'horizon 2026. Plusieurs communes comme Dour, Morlanway ou Carnion ont fait écho dans la presse de leur volonté de quitter l'intercommunal. Quelles seraient les conséquences pour les autres communes qui sont encore fidèles à IGA? Et dernière question, 5e question. Quel est le bilan de l'introduction des nouveaux sacs bleus? Donc on peut mettre toute une série de plastiques maintenant dans les nouveaux sacs bleus. Est-ce que ça a donné beaucoup d'effets positifs? Quel est le nombre de kilos récoltés par type de sac? Et sommes-nous toujours les bons élèves de la zone IGA? Merci. Bien, merci Pierre pour cette question. Alors comme toi et l'ensemble des habitants, j'ai dû constater lundi dernier une grève au sein des services de l'intercommunal. Cette grève a duré 2 jours et à partir de mercredi, l'équipe de direction de l'intercommunal a pu plancher sur un agenda de rattrapage. Les déchets résiduels ont été collectés samedi dernier, les papiers cartons pour la zone 1 le seront demain et mercredi. Alors en effet, nous avons marqué bien entendu notre accord pour que M. de Mortel puisse venir au conseil communal à un conseil communal d'Écosyn. Il n'était pas prévu qu'il vienne à celui-ci en particulier et il était relativement difficile de pouvoir inviter M. de Mortel à venir séance tenante presque la question en tout cas nous a été communiquée avec la liste des 5 questions mardi dernier, sachant qu'il était en pleine résolution d'un conflit social et donc les questions vont lui être transmises et nous lui communiquerons également les dates des prochains conseils communaux pour qu'il puisse venir y répondre lui-même directement lors d'une de nos prochaines séances. Parfait, un grand merci. Je pense que ça nous intéresse, nous, mais ça intéresse aussi tout le monde. Je me souviens de questions du groupe écolo, par exemple, qui se demandait ce qu'on faisait de la valorisation des différents déchets, etc. Donc voilà, c'est important. Après, le droit de grève, c'est inscrit dans la Constitution et on ne veut certainement pas remettre ça en cause. Qui sommes-nous? Mais quand même, il y a aussi de la salubrité publique et j'estime quand même que quand il y a des choses comme ça, c'est pas aller contre la grève que d'organiser des récoltes via des sociétés privées. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi montrer à IGA que, voilà, on a un intercommunal, on joue le jeu. La commune d'Écosyn a été commune pilote pendant des années où on nous a dit qu'on devait mettre des conteneurs, etc. La population a toujours suivi. Ici, maintenant, c'est quand même triste. Allez, on se balade, il y a des sacs poubelles partout la semaine dernière. Enfin, c'est vraiment pas acceptable. Donc, droit de grève, mais aussi le droit à ce que notre commune soit propre. Merci. Merci. Donc, on pourra en débattre lorsque M. de Mortel sera parmi nous. Je vous remercie pour votre présence lors de ce conseil communal et notre prochaine séance aura lieu le lundi 13 février 2023. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne soirée.